Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la FNAPAF, qui est la Fédération nationale des associations et amis de personnes âgées et de leurs familles. Dans le contexte du scandale Orpea, largement communiqué, de la récente élection présidentielle et aussi de la prochaine élection parlementaire, la FNAPAF élève la voix. N'oubliez pas les vieux. La FNAPAF documente depuis quelque temps, ça fait longtemps qu'elle le fait, mais plus fort encore en ce moment, documente, analyse et propose des pistes d'action sur 4 grands thèmes qui font chacun l'objet d'une vidéo consultable via notre site et aussi sur YouTube. Je nomme ces documents qui sont consultables. Le premier est sur la loi Grand Âge, ses financements et la 5e branche de la sécurité sociale. Le second est sur la démocratie, pleinement d'actualité, la démocratie, avec le CVS, Conseil de la vie sociale, qui existe dans tous les établissements. La troisième vidéo est sur les EHPAD, fortement médiatisés actuellement, leur fonctionnement, la question des effectifs et bien d'autres points encore. Et pour le quatrième point, aujourd'hui, nous avons le plaisir de voir avec nous Claudette Brialix, présidente de la FNAPAF, pour nous parler de la place que prend le lucratif dans le dispositif d'accompagnement des anciens, tant au domicile qu'en EHPAD. Mais avant de commencer, Claudette, je vous laisse la parole pour vous présenter et peut-être dire quelques mots de votre fédération. Merci Joseph. Alors tout d'abord, moi je suis une retraitée de la fonction publique territoriale. Je dirigeais une collectivité locale, ville de plus de 25 000 habitants. Donc, dès la retraite, en fait, j'ai été amenée à m'occuper de personnes âgées en difficulté et je me suis rendu compte immédiatement qu'il y avait de grosses difficultés, d'où une création d'associations départementales avec plusieurs familles. Puis, nous avons rejoint une fédération toute jeune qui venait d'être créée en 2005, la FNAPAF, dans laquelle j'ai pris des responsabilités assez rapidement en 2008 comme vice-présidente. J'ai accompagné les deux présidents précédents et j'ai pris la présidence à mon tour en 2018. Nous avons été associés à plein de démarches et nous avons participé et joué le jeu de toutes les consultations multiples et diverses auxquelles nous avons été confiés. Et nous avons aujourd'hui une audience au niveau média qui devient bonne puisque nous ne les sollicitons pas, ils viennent nous chercher. Merci Claudette. Alors, quelques mots de mon côté. Donc, je m'appelle Joseph Kromnacher, c'est écrit en bas de l'écran. J'ai été, il y a quelques années, et pendant plusieurs années, membre de la FNAPAF aussi. Et aujourd'hui, ici, je serai plutôt dans le rôle de l'intervieweur, si vous voulez bien. Alors, première question, Claudette. Vous allez donc nous parler aujourd'hui de la place que prend le lucratif dans le dispositif d'accompagnement des anciens. C'est quoi ce thème, l'intérêt de ce thème? Qu'est-ce qui est important pour vous, en quelques mots, pour commencer? Eh bien, lucratif, ça veut dire commercial, et commercial, ça veut dire recherche de profit. Donc, la place du lucratif dans le dispositif d'accompagnement tant au domicile qu'en EHPAD a pris une place croissante et impose de fait son modèle, puisqu'il y a également des grosses structures associatives qui aujourd'hui s'organisent et se regroupent, et en adoptant, hélas, je dirais, les méthodes du secteur commercial. Et ce sont des problèmes multiples qui nous amènent justement à l'enregistrement d'aujourd'hui. Ouais. Alors, pourquoi, dans le fond, pourquoi, alors, vous auriez peut-être dit aussi la personne n'est pas un objet médical ni un bien marchand source de profit. Je pense que c'était sous-entendu. Oui, oui, si vous permettez, Joseph, effectivement, l'accompagnement du grand âge est une affaire d'intérêt général qui engage toute la société, qui est transversale et qui, d'ailleurs, dans le contexte politique que nous évoquons, puisque nous sommes en campagne électorale, Ouais. Ce n'est pas du tout clivant, c'est un sujet que tous devraient appréhender en raison du caractère de fond du problème de société. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui engage en réalité toute la société. Alors, vous parlez du lucratif, Claudette. Pourquoi, en fait, y a-t-il un secteur privé dans l'accompagnement du grand âge? D'où ça sort? Comment ça se passe? Et ça s'est fait progressivement dans la mesure où, pendant des années, et puisque nous avons suivi en fait l'orientation libérale,
les services publics n'avaient plus la cote, considérés comme mal gérés, considérés comme dépensiers, considérés comme mal structurés, et que ont été mis en avant les méthodes d'un secteur privé, méthodique, rationnel, et qui a fait que l'argent public ne devait plus être dépensé n'importe où, et qu'en fait, on souhaitait déléguer le maximum de services à justement des structures qui sauraient, selon l'économie libérale, beaucoup mieux les gérer, en conséquence, donc, les privatiser. Cela permettait aussi de réduire la dépense publique et donc d'afficher, et on continue à le faire, qu'on ne devra plus augmenter les impôts, et voire même qu'on pourrait les baisser. Alors, ce secteur lucratif, Claudette, quelle importance il a, quelle part du secteur est-ce qu'il occupe? Alors, d'abord, bien entendu, les financiers s'y sont engouffrés. Leur grille, c'est quelque chose qui assure un revenu. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il est assuré déjà par des financements publics dans le domaine du soin et de la dépendance. Et d'autre part, que c'est une source inépuisable de ressources puisque la société vieillit. Donc, les entreprises privées aujourd'hui gèrent 26% des établissements EHPAD. Mais depuis la loi Borloo de 2005, les entreprises privées représentent 78% des acteurs du service à la personne. Oui, donc il y a une part beaucoup plus importante du côté du service à la personne que dans les EHPAD. Un quart pour les EHPAD, hein, si j'ai Oui, bien retenu le chiffre. Quelles sont alors les dérives? Parce que c'est dans le fond, si on parle de ça aujourd'hui, Claudette, c'est qu'il y a probablement des dérives. Alors, quelles sont les dérives constatées justement de la part du secteur lucratif en établissement? Eh bien, la méthode de gestion privée qui veut, n'oublions pas qu'on recherche un profit, puisqu'il y a des actionnaires à servir. Eh bien, dans le secteur lucratif, pour rationaliser, il n'y a pas plusieurs méthodes. Il faut tout simplement organiser et réduire à l'excès et cadencer la journée, donc cadencer les tâches du quotidien et rationaliser les budgets, y compris même les budgets qui sont servis dans le domaine du soin et dans le domaine de la dépendance. Donc, on rationalise à l'excès. C'est favorisé par le fait qu'il y a une opacité des budgets. Et que donc cette opacité des budgets fait que on mélange les ressources du soin et les ressources de la dépendance, et que le troisième volet qui finance l'essentiel des établissements, qui sont les tarifs d'hébergement payés par les familles, font la variable d'ajustement, mais une variable d'ajustement quand même qui représente plus de 65% du budget des établissements. Et donc, l'opacité fait que dans le tarif hébergement, on finit par ne plus savoir ce qu'on met dedans et ce qu'on assume à la place d'autres. Oui, ouais, très bien. Bon, alors, on a des conséquences pour les personnes âgées et leurs familles. Comment est-ce qu'on compare, si on compare les tarifs hébergement médians, est-ce qu'on peut dire quelques chiffres là, Claudette? Oui, en ce qui concerne, donc, alors les tarifs que je vous donne sont les tarifs 2019 et je vais vous donner une moyenne au niveau du tarif 2021. Alors, en ce qui concerne par secteur, donc en tarif 2019, public et associatif à but non lucratif, 1 740 €. Ce sont des tarifs moyens. Hein. Chambre seule, donc dans le privé commercial, 2 550 €. Vous voyez la différence. Et si on prend la moyenne, tout secteur confondu, 2021, 2 183 €. J'engage les auditeurs aussi à se rapprocher de l'étude qui a été faite par UFC Que Choisir, où ils pourront voir tout le détail qui préside aux éléments qui donnent ces moyennes. Oui, merci Claudette, c'est une information complémentaire intéressante. Alors, dans cette situation-là où il y a des abus, on peut dire ça comme ça, une espèce de flou sur la manière d'utiliser dans ces sociétés privées de l'argent qui est normalement destiné aux soins, et puis, enfin voilà, et finalement, à la sortie, ce sont les résidents et les familles qui sont aussi pénalisés. Est-ce que le gouvernement a pris ou prend des mesures pour contrôler ce secteur lucratif, Claudette? Alors, en ce qui concerne les contrôles, normalement, ils sont prévus dans toutes les catégories d'EHPAD, y compris dans le secteur privé lucratif. Simplement, comme vous savez qu'il ne fallait plus de postes
dans la fonction publique, les postes ont été réduits et beaucoup d'agences régionales de santé, qui sont quand même la base du contrôle, ont manqué d'effectifs et quelquefois en plus même de pourvoir des postes même budgétés. Donc les contrôles, faute de personnel, n'ont pas été suffisants. Il a pu se passer plusieurs années sans qu'il y ait des contrôles. Ouais. D'autre part, les agences régionales de santé ne sont pas formées au contrôle des financements privés, donc ne sont pas en mesure de regarder ce qui se passe au niveau des budgets des entreprises privées. Elles sont rompues au budget public, mais pas au budget privé. Donc, le gouvernement sortant a annoncé qu'on allait renforcer les contrôles. Ben, ça, c'est très bien. Le tout, c'est qu'il faudra aussi y mettre d'abord les moyens en personnel. Et une chose importante qui a été mise en place et qui n'avait pas été mise jusqu'à présent, c'est qu'on va donner une capacité aux chambres régionales des comptes qui relèvent de la Cour des comptes pour faire ces fameux contrôles financiers qui jusqu'à présent n'étaient pas réalisés, qui faisait que, ma foi, l'opacité pouvait perdurer sans grand risque. Ouais. Si je comprends bien, c'est qu'effectivement, dans les ARS, donc c'est les agences régionales de santé, pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec l'organisation du dispositif de la sécurité sociale, il n'y avait pas ou il n'y a pas les compétences. On pourrait penser, ça c'est une plaisanterie qui me vient à l'esprit, Claudette, que les ARS pourraient embaucher des anciens d'Orpea ou du privé très lucratif pour comprendre comment ça marche et savoir retourner les ficelles. Alors, ça dépend, pour faire de l'humour, ça dépend à quel niveau on recruterait. Il est évident que les ARS n'auront pas la capacité de verser des rémunérations à des cadres dirigeants comme les rémunérations qu'ils perçoivent aujourd'hui. Bon, c'était une idée. Alors, on parle après de la société pour inviter les sociétés à transformer leur statut. Il y aurait une invitation aux sociétés à transformer leur statut pour devenir des sociétés à mission. Qu'est-ce que c'est la société à mission? Et puis, dans l'échange qui est le nôtre, qu'est-ce qu'elles offrent comme avantage ou comme garantie sur l'éthique et sur la bonne gestion des affaires? Et effectivement, sous la pression de l'affaire Orpea, le gouvernement a lancé effectivement qu'on allait en fait moraliser les entreprises du secteur en les incitant à devenir des sociétés à mission. D'ailleurs, si vous avez suivi les mouvements médiatiques, la présidente directrice générale de Corian a été dit « mais demain, nous devenons une société à mission ». Il faut savoir c'est qu'une société à mission, ça n'est pas un changement de statut de la société. Ouais. Ça veut dire que toute société, quel que soit son statut donc juridique, commercial, peut devenir une société à mission. La société à mission, c'est le fait de devenir une société à mission, ça veut dire tout simplement qu'on affiche et on déclare, en particulier juridiquement, que nous allons intégrer, que la société va intégrer l'éthique dans son activité. Et comme elle se donne comme objectif de constituer la recherche de la performance économique avec la contribution de l'intérêt général. Donc, j'insiste bien, ce n'est pas une modification de statut. La société à mission est une qualité qui s'ajoute en fait au statut qui est le sien. C'est une information intéressante donc, sur cette société à mission. Alors, j'imagine qu'il y a des détails par rapport à cette qualité, puisque c'est une qualité et non pas un nouveau statut supplémentaire. Quels sont les avantages quels sont les avantages qualitatifs de cette société à mission? Qu'est-ce que ça donne en qualité? Alors là, je vais me référer à une petite note pour n'en oublier aucun, tellement l'ambition est affichée et grande. Donner du sens aux activités de l'entreprise en fédérant les équipes autour d'une ambition commune. Alors, cette fédération, donc, pour donner du sens, concernerait les actionnaires, les salariés et les partenaires. Au deuxième point, améliorer l'image de marque de l'entreprise en affirmant sa raison d'être. Alors, auprès de toutes les parties prenantes, y compris ses clients. Bon, donc, collaborer avec une pluralité d'acteurs dans le domaine de la mission. Alors ça, c'est très vaste, on verra quels sont les acteurs et quelle ouverture. Améliorer la performance économique de l'entreprise grâce à l'innovation. Alors attention, nous allons innover dans le secteur. Alors j'espère qu'on innovera autrement qu'en cadençant l'organisation de la journée. Là, Claudette, je vous sens un peu dubitative sur les qualités de cette société à mission. Il y en a une autre. Se protéger contre les rachats hostiles
et améliorer la marque de l'employeur. Voilà. Voilà. Donc, oui, permettez-moi là, parce que je vous sens un peu, je n'allais pas dire narquoise, mais un petit peu comme ça, amusé ou dubitatif, parce que moi, quand je regarde ça, quand je vous écoute parler de ça, de ces qualités de la société à mission, je peux y lire donner du sens aux activités et tout ça, y compris aux actionnaires. Bah forcément, ils vont voir leur intérêt. Améliorer l'image de marque de l'entreprise, bah forcément, c'est pour gagner plus d'argent, etc. Améliorer la performance économique, j'y vois pas tellement de qualité, de nature à modifier substantiellement l'humanisme et le service rendu aux clients. Alors, seriez-vous, Joseph, dubitatif comme moi? Effectivement, c'est la crainte que je formule. Hein. Je ne voudrais, enfin, on peut dire que peut-être toutes ces sociétés seront sincères, qu'elles considéreront enfin leurs clients dans ce domaine qui est le nôtre, et donc qu'en fait, effectivement, l'éthique et l'humanité y reviendront. Néanmoins, pour le moment, nous sommes encore au stade de l'affichage. Ça veut dire que, enfin, vous dire, chacun lira ça à sa manière. Évidemment, il faudrait qu'il change un peu certaines valeurs, j'imagine, au passage, pour pouvoir le comprendre comme nous. Quelles sont les contraintes alors d'une société à mission, Claudette? Ils ont des contraintes là-dessus? Eh bien, donc, normalement, ils doivent enregistrer donc, cette société à mission auprès du tribunal de commerce, donc, et que la réalisation des objectifs, normalement, doit faire l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, cela tous les 2 ans. Alors, ça soulève quand même une question. Qui Oui, est l'organisme oui. tiers indépendant? C'était ma question, justement. Alors, c'est qui cet outil-là? Eh bien, cet outil, on peut se dire que puisque la loi ne l'a pas précisé, est-ce que c'est un organisme privé agréé, mais s'il est agréé, c'est par qui? Est-ce qu'on saura vérifier éventuellement que le contrôle de la société à mission en question ne sera pas fait par une de ses filiales Bon, ou par la filiale d'un autre? ouais. Et puis, oui, et puis si jamais les contrôles, ils ont à peu près la même valeur et la même qualité et la même objectivité que les contrôles externes qui ont été pratiqués dans les années passées, on peut se poser des questions là-dessus, en effet. C'est une grosse inquiétude. Quelles sont les conséquences pour l'entreprise si, supposons, elle a un mauvais bulletin par l'outil, dont on ne sait pas encore trop bien ce que c'est? Quelles sont les conséquences pour l'entreprise si elle ne respecte pas les qualités requises? Eh bien, il appartient donc soit au pouvoir public, soit à une personne privée de saisir le tribunal de commerce compétent et de faire en sorte d'engager une procédure qui amène le tribunal de commerce en fait à retirer cette qualité de société à mission. Bon, alors ça veut dire que si c'est retiré, ça veut dire que l'image de l'entreprise n'est pas celle qu'elle a voulu se donner, mais en fait, ça n'a pas d'autres conséquences que celle-là. Hein. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. Alors, bon, on en a déjà parlé, on l'a évoqué de plusieurs manières, vous en avez parlé de plusieurs façons avant, Claudette, mais donc, dans le fond, si on ramène ça aux attentes des usagers que la FNAPAF, que votre fédération représente la question à la sortie, est-ce que cette société à mission, elle présente les garanties pour le public, pour les usagers qui sont membres de la fédération et tous les autres qui sont autour, dans les établissements et leurs familles aussi? Est-ce que ça présente les garanties? Est-ce que ça répond à vos attentes? nous voudrions croire que cela peut apporter des garanties complémentaires. Pour le moment, et par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, il est permis de douter encore que cette transformation, qui n'est pas une transformation, je dis bien qu'elle est une qualité, puisse apporter les réponses que nous attendons. Et donc, nous voulons que ce ne soit pas simplement des affichages de bonnes intentions, parce que nous considérons que l'affichage n'est pas une garantie donc d'éthique, d'autant qu'il y a une loi qui en fait nous pose aussi problème, qui d'ailleurs a failli empêcher la publication du rapport Orpea, c'est la loi sur le secret des affaires. Et celle-ci, en fait, justement, vient, je trouve, contrecarrer la bonne volonté qu'on pourrait voir affichée dans la société à mission. Oui, ça ne marchait pas bien avec la notion de transparence, en effet, cette histoire-là. Et alors, bon, on peut se poser la question par rapport à tout ce que vous dites, est-ce que ce serait judicieux, à présent, étant donné tous ces constats, de cesser le développement des services lucratifs dans le domaine du médico-social et du grand âge?
Alors, il est évident que la privatisation des services à la vitesse où cela va doit cesser. Alors, il faut prendre en compte également maintenant la situation en l'état. Donc, c'est-à-dire que c'est une transformation qui ne peut pas se décider du jour au lendemain. Je sais qu'il y a des propositions de loi qui sont travaillées en ce moment par des sénateurs et par des députés qui voudraient justement faire en sorte qu'on y mette de l'ordre, qui d'ailleurs a beaucoup tardé. Mais voilà, comment inverser une tendance quand on revient aux proportions de la part du privé que j'évoquais tout à l'heure. Si on prend par exemple le secteur des EHPAD, à partir du moment où, par exemple, on parle de nationaliser en ce moment Orpea, ben on n'a pas nationalisé une entreprise privée sans l'indemniser. À quelle hauteur on l'indemnise et comment ça se passe? Et nos Orpea, ils ne sont pas tout seuls, hein. Il y en a plein d'autres, parce qu'on connaît les grands groupes, mais il y a plein de petites structures aussi, hein. On entend beaucoup parler de bridge en ce moment, et pas que. Voilà. Donc là, il y a une vraie difficulté. Ce qu'il faudrait, c'est stopper en l'état, et puis ensuite voir comment on met de l'ordre dans ce qui existe et comment on essaie de remédier au désordre et à l'opacité pour l'améliorer. Mais changer de but en blanc, pour des raisons financières, ce ne sera pas possible. Non. Merci pour toutes ces informations. Une question me vient à l'esprit. Donc, on a des établissements qui relèvent de l'économie solidaire, hein. Et est-ce que dans ces établissements qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, les compétences sont au niveau pour gérer le dispositif d'accompagnement des personnes âgées? Alors, les compétences sont au niveau dans la mesure où, au niveau des recrutements des directeurs d'établissement, par exemple, il y a pour le secteur public une école très spécialisée qui, après l'université, forme les directeurs. Et en ce qui concerne le secteur de l'économie sociale et de solidaire, donc on dit aussi associatif à but non lucratif, l'encadrement se fait sur les mêmes profils. Bon, alors donc les compétences effectivement sont là. Mais on a tellement martelé que le public et l'associatif étaient moins bons que le privé, voire même éventuellement mauvais, que les structures associatives, elles-mêmes incitées à se regrouper parce que la mutualisation et la rationalisation obligent à cela, donc à amener ces structures, ces grosses structures en particulier, à recruter des encadrements dirigeants qui viennent du secteur privé, lesquels ont amené une méthodologie du secteur privé, mais en même temps, ces mêmes personnes intervenantes n'ont pas par contre intégré le fond de ce qui fait l'humanité d'un service public ou de l'associatif, donc d'une façon générale. Et c'est bien là le problème, et c'est bien ce qui nous inquiète. Et on voudrait bien que la valeur qui préside au public et à l'associatif soit enfin prise en considération. Il me vient une question complémentaire par rapport à ça. Je ne sais pas ce qu'on peut y répondre, Claudette. Donc, les méthodes utilisées dans le lucratif, par la force des choses, un peu arrivent, éteintes, sont embauchées, hein, dans l'associatif non lucratif. C'est ce que j'entends. Il y a la difficulté, c'est qu'en même temps, dans leur conception du service livré, dans leur conception de l'humanisme, qu'est-ce qui va changer? Comment on va faire pour changer ça? Comment ils vont pouvoir changer ça? C'est-à-dire qu'à partir du moment où les structures deviennent énormes, la distance par rapport à l'usager, par rapport à ce qui fait la vie quotidienne et ce qui fait normalement la valeur du service qui doit être rendu, va se perdre. L'humanité n'est plus présente, le contact l'humain n'est plus présent. Et il faut absolument que l'on retrouve, et pas seulement dans le domaine des personnes âgées, il faut que la société retrouve cette humanité et qu'elle a perdu, et que la seule notion dominante de la finance s'éloigne quelque peu. Merci bien, Claudette Brialix. Juste encore un mot, si vous permettez, Claudette, pour nos auditeurs, pour leur dire que
Je le disais en introduction, mais je vais le redire encore une fois, il y a 3 autres vidéos qui sont en ligne qui complètent ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Alors, l'une d'elles, la première, c'est sur le grand thème de l'accompagnement du vieillissement, la loi grand âge et de la 5e branche, c'est tout le dispositif général. Donc, il y a une vidéo là-dessus que je vous encourage à regarder sur YouTube et sur notre site. La deuxième concerne la démocratie sociale, avec notamment la place dans le dispositif. Là, il y a un nouveau décret qui est sorti sur le Conseil de la vie sociale. Donc, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est le Conseil de la vie sociale et comment les familles peuvent être concernées, sont concernées par le fonctionnement des établissements et peuvent y mettre leur grain de sel, je vous encourage à regarder cette vidéo. Et puis, il y a une troisième vidéo sur les EHPAD largement médiatisés, où il y a tant de choses à dire sur les fonctionnements, sur les effectifs, sur les financements et tous ces points. Vous pouvez trouver tout ceci sur le SNIT de la FNAPAF, fnapaf.com. Merci bien pour votre écoute. Merci encore, Claudette.